Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mag TV pour un nouveau numéro de Lyon Politique. À mes côtés, Raphaël Ruffier-Fossoul et Damien Gouy-Perret, le conseiller municipal de Vénissieux, Farid Ben Moussa et l'ancien élu lyonnais, Romain Blachier. Bonjour messieurs. Bonjour Alexis. Bonjour. 3 sujets soumis au débat du jour, la gratuité des TCL, la basilique de Fourvière et notre belle ville de Vénissieux. Les TCL deviendront-ils gratuits avant la fin du mandat? Les écologistes ont accepté la création d'un groupe de travail transpartisan sur la question. On se souvient que c'était une promesse de campagne de Nathalie Perrin-Gilbert aux élections métropolitaines, que David Kimmelfeld, l'ex-président de la métropole, avait réclamé cette création de groupe en décembre dernier et que Bruno Bernard, jusqu'à présent, tenait le même discours que tous ses prédécesseurs au Citral. Si on fait de la gratuité, eh bien derrière, on ne fait plus rien. Alors, prendre le métro, le bus, le tramway gratuitement, est-ce que c'est un piège politique ou est-ce que c'est une idée de génie? Romain? C'est assez amusant cette histoire parce qu'en fait, effectivement, c'est une promesse de Nathalie Perrin-Gilbert, mais c'est aussi traditionnellement, même si c'était pas le cas, et c'est très important la dernière fois, c'est traditionnellement aussi une demande des écologistes. Pendant des années, là, il y avait une demande, lorsqu'ils étaient dans la majorité de Gérard Collomb ou de David Kimmelfeld, ils faisaient une demande de gratuité. Effectivement, aux dernières municipales, ni dans le programme de Bruno Bernard, ni dans celui de Grégory Doucet, il y avait la question de la gratuité. Mais normalement, c'est un marqueur identitaire national du Parti Europe Écologie Les Verts, et il y a presque plutôt une exception lyonnaise au fait justement de refuser cette gratuité. On voit d'ailleurs que, alors que cette commission a été menée au départ effectivement sur la demande de David Kimmelfeld, probablement d'ailleurs, il y a peut-être une arrière-pensée derrière de diviser un peu la majorité en face, qui n'est pas d'accord sur le sujet, et ben on voit déjà qu'il y a des gens qui prennent position. J'ai vu sur les réseaux sociaux un certain nombre d'élus lyonnais, comme par exemple Valentin Lundengras, ou alors même aussi à la métropole, des vice-présidents comme Philippe Guelpa-Bonaro, commencer à se positionner contre la gratuité. Et j'ai vu aussi le groupe des Insoumis à la métropole commencer à dire « Ah mais non, on n'est pas d'accord avec vous, nous on veut la gratuité ». Il commence à y avoir un débat au sein de la majorité à ce niveau-là. Est-ce que la gratuité, alors moi ma position personnelle sur la gratuité, c'est que la gratuité n'existe pas, il y a toujours quelqu'un qui paye. Et la question politique, c'est de savoir qui et combien au niveau transport. Damien? Oui, je rejoins ce que dit Romain, il y a toujours quelqu'un qui paye. Et pour moi, il est illogique de faire payer les non-utilisateurs. Aujourd'hui, comment c'est financé les transports en commun, il y a 30%, j'arrondis, qui sont financés par les utilisateurs. Le reste est financé notamment par les entreprises et puis évidemment une partie par la métropole. Donc pour moi, c'est pas logique de faire payer systématiquement tout le monde, y compris les non-utilisateurs. Et puis, pour répondre à la question, il y a un frein au développement parce que ça va poser très vite un problème économique. La gratuité veut dire une utilisation beaucoup plus importante, donc ça c'est très bien d'un point de vue environnemental, mais ça veut dire que le service proposé aujourd'hui sera sous-dimensionné et qu'on va se priver d'une partie de recettes aussi. Donc on a un seul levier derrière, c'est augmenter très fortement les impôts pour pouvoir financer du développement. Donc ça veut dire que de plus en plus les non-utilisateurs vont devoir payer pour un service qu'ils n'utilisent pas et pour un service qui va être mal rendu puisqu'il est sous-dimensionné par rapport à ce que ça risque d'apporter comme personne à transporter. Farid? Moi, j'ai une solution. J'ai réfléchi toute la nuit, je me dis, moi je suis pour la gratuité, mais c'est vrai, je recevais des messages, ouais, mais comment? Bien sûr, je dors peu, donc ça tombe bien. Donc je me suis dit, comment on peut faire? Eh bien, on peut rendre déjà gratuit les transports en commun dans la zone de faible émission, gratuit pour ces personnes-là, et augmenter le prix pour les autres. Et surtout pour les périurbains, ceux qui viennent garer leur voiture en arrivant de Tarare, et qui viennent profiter des transports en commun sans payer 1 euro d'impôt. Et comment vous faites le distinguo entre des personnes qui viennent de l'extérieur et qui habitent dans la métropole? On a tous des cartes d'identité, on le fait bien pour entrer à la piscine de Fézin. Les habitants de Vénissieux ne peuvent pas aller à la piscine de Fézin puisque... Donc vous perdez des recettes liées au ticket et en plus vous embauchez des personnes, des agents TCL pour contrôler les identités des... Non, on a des cartes. On peut avoir des cartes. Oui. On arrête de vendre des tickets, mais par contre, on a des cartes. On a des cartes. Les cartes, on les fait payer 5 euros pour les habitants de la zone des faibles émissions qui sont dans le secteur. Eux, ils ont la gratuité. Par contre, ceux qui sont hors zone de faible émission dans la métropole ont un tarif plus élevé. Et ceux qui sont en périurbain, alors eux... Irak. Alors là, on y va. On y va à 200%. Mais on a quand même des écologistes qui sont particuliers chez nous. C'est-à-dire, en national, ils sont pour la gratuité. Chez nous, ils sont contre la gratuité. Au national, ils sont pour la mixité sociale en milieu scolaire. Chez nous, ils sont sur la ligne de Zemmour, ils sont contre la ségrégation, le maximum, tout ce qu'on peut, les pauvres, restez entre vous, on ne veut pas de vous. On a franchement, je pense qu'on a un truc local, peut-être la pollution de la vallée de la chimie, mais je pense que ça perturbe pas mal de monde. Sur la mixité, c'est quand même pas vrai. Je sais que vous avez un combat sur un collège, effectivement, où vos arguments sont tout à fait audibles, mais
ils sont pour une redéfinition de la carte scolaire. Où Et ils sont Où en train de l'amener Où avec le rectorat. Ouh, Après, ils ont le courage de le faire. c'est une s'ils chose, le mais- font tout seul dans un bureau, dire mais moi que ce soit aussi. une ségrégation, Moi, dans mon c'est bureau, Non, mais il y a un tout travail- seul il y a dans un travail- coin, je Il suis y a un travail super avec les pour le... établissements, ils essaient Mais justement de quand faire de la mixité Mais quand sociale. Mais si on n'en parle pas, ça n'existe S'il vous pas. plaît, monsieur, commençons pas à partir sur la mixité sociale. On vous réinvitera Voilà. pour parler de ça. Sur la gratuité des TCL, Raphaël. Non, il y a un vrai débat là-dessus. C'est une bonne question. Moi, ce que je trouve, c'est que et depuis longtemps, les transports en commun à Lyon sont assez chers. Alors, dans les arguments qu'il y a contre la gratuité, c'est que dans l'expérience qui ont été faites, on verrait, et ce serait vrai surtout sur le centre-ville, que les transports qui seraient gagnés, enfin le volume de transport qui serait gagné contre le vélo ou contre la marche à pied. Et c'est vrai que quand on habite au centre-ville, quand on n'est pas, enfin, l'abonnement est assez cher et faire Cordelier, hôtel de ville, on va plutôt le faire à pied. Si demain le métro est gratuit, on aura tendance à le faire en métro et du coup, encombrer encore plus le transport, etc. J'ai bien aimé dans ce qui est dit, je me dis, tiens, en l'entendant, je me dis, en fait, une proposition qui serait intéressante, ce serait qu'il y ait certaines stations qui soient gratuites. Pourquoi pas rendre simplement l'accès au métro dans les stations périphériques gratuites. C'est-à-dire les gares de Vénissieux, Saint-Genis-la-Val-de-Main, Gare Villeurbanne, de Vèze, etc. Partout où on veut, partout où un usage veut des éviter transports en les commun qui est voitures. relativement faible, on aimerait que pour aller sur le centre-ville, les gens privilégient les transports en commun. Il pourrait être l'accès aux transports en commun pourrait tout à fait être gratuit. En tout cas, je trouve que ça aurait été dommage que ce débat ne soit pas ouvert. Parce que y a des vrais enjeux pour le développement du transport en commun. Moi, je trouve que l'argument qui était celui à l'époque de Collomb et de Rivalta, de dire que c'est pas vrai, personne paye le plein tarif, c'est pas gênant de mettre un abonnement 65 € quand même. Hein. dont la Il a moitié est changé, prise en charge par l'employeur si vous en Oui, avez un. si vous avez un employeur, c'est quand même déjà pas le cas de tout le monde. Après, il y a un tarif social si on n'a pas Il d'employeur. y a un tarif social, il y a différents... Enfin non, mais tout le monde n'est pas salarié dans une entreprise. Donc à un moment donné, il y a aussi des entrepreneurs, des indépendants, des auto-entrepreneurs, voilà, et qui ne rentrent pas dans les cases qui leur donnent des accès pas chers. Donc moi, je trouve qu'effectivement, c'est cher. Il y a des expériences qui sont menées à Montpellier, une ville socialiste, qui expérimente la gratuité le week-end. Et ce qui n'est pas inintéressant dans les transports en commun gratuits. Le loisir, ça peut passer par les transports en commun, pourquoi pas, qu'il n'y ait pas que personne se restreigne à aller faire une sortie à l'autre bout de la ville parce que en famille, ça coûte relativement cher tout de suite. Mais alors justement, est-ce que le réseau TCL aujourd'hui est suffisamment maillé, étendu pour qu'on puisse lancer la gratuité? Parce qu'il y a quelque chose qui est clair. Vous parliez de Bernard Rivalta, de Gérard Collomb, qui effectivement communiquaient sur le fait que la gratuité, demain, on ne fait plus rien, on ne lance plus de nouvelles lignes de tramway parce qu'on n'aura plus suffisamment d'argent. Et même sur l'entretien du réseau existant, ça deviendrait compliqué. Bruno Bernard a repris cette communication en début de mandat, notamment sur la fraude, en disant attention, si vous fraudez, nous on a moins de sous et on peut faire moins de choses. Aujourd'hui, ça change. Mais concrètement, est-ce qu'aujourd'hui le réseau est suffisant ou est-ce qu'il ne faut pas attendre peut-être pour le prochain mandat, après de nouvelles lignes de tramway, après tout ça, pour effectivement rester en l'état ensuite? Je ne dis pas que c'est la solution et qu'il faut le faire maintenant. Je trouve que c'est intéressant que le débat soit ouvert et ce serait intéressant qu'il y ait des expérimentations qui soient menées partiellement, comme a pu le faire Montpellier, parce qu'il y a des effets qui peuvent être très positifs à la gratuité. Mais oui, la priorité aujourd'hui, c'est d'investir dans le réseau de transport en commun. On a quand même un beau réseau, hein, on n'a pas non plus les derniers réseaux de transport en commun de France, on est plutôt un des meilleurs, mais c'est vrai que dans toute la banlieue, toute la périphérie, il y a des vraies insuffisances de transport en commun, donc la priorité est évidemment de dégager les moyens d'investir là-dedans. À Paris, c'est l'État qui finance le transport en commun. Nous, comme contribuables, on paye les transports en commun parisiens. Ça, c'est un éternel problème. L'inverse n'est pas vrai. Là, ils vont réinvestir des dizaines de milliards dans un réseau en Île-de-France. Ça pourrait être utile de l'envisager aussi. Après, on peut faire des économies. Moi, je peux l'envoyer à Bruno Bernard, j'ai plein d'idées. Hein. Son truc, là, je ne sais pas combien de millions d'euros pour mettre 4 bateaux pour les hyper centraux, Valmy. Projet de navette fluviale. Voilà, le projet de navette fluviale, je ne sais pas combien ça va claquer. Ouais, mais ça existe, ça s'appelle le Viapeto. Tu achètes un pull Lazara, tu payes 2 euros et tu te retrouves là-bas. C'est très partiel. Ouais, mais c'est ça intéressant marche qu'on pas. puisse utiliser les fleuves
comme moyen de communication. Ça, c'est quelque D'accord, chose mais qui est important. le nouveau. Et ça ne concerne pas Le nouveau, uniquement c'est la vrai, de centre-ville. communication plus Ça de va- transport. Voilà. Ça va, C'est de la communication. Je pense que c'est plus intéressant pour les habitants de la métropole. pour les habitants en zone On n'est pas franc, obligé en d'opposer zone, tous les modes oui, de transport. Oui, mais on nous dit qu'on n'a pas d'argent et Il d'un faut autre aussi côté, il faut on aussi utilise, pas- on utilise dit pas l'argent qu'il y a pour pas tout et d'argent. n'importe quoi. Justement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir développer les modes de transport. Et c'est quand même dommage d'avoir deux fleuves à Lyon et de ne pas les utiliser pour les transports en commun. Enfin, Après, on en doit être termes les de- seuls au monde dans cette situation-là. C'est En dommage. termes de transport en commun, il faudra voir le résultat, mais moi je trouve que on c'est a le droit très agréable d'expérimenter. comme tour. Oui, c'est très bien de l'expérimenter. C'est très agréable comme moyen de tourisme. J'y crois pas beaucoup en moyen de Et transport. il faudra voir. Sur cette ligne-là, où il y a des bus qui, pour le coup, sont plus efficaces, mettront Faudra probablement voir. ils Ça seront plus fonctionne rapides à que le bateau. Genève, ça fonctionne dans un certain nombre d'endroits, ce genre de choses. Non, bon, c'est Faut déjà que ce expérimenter, sera on verra. moins rapide que On le verra, bus. on verra si ça marche ou pas. Laissons la chance au produit. À Genève, il faut traverser. Je vois exactement où il est, le bateau. Il y La a il y traversée a trois lignes à Genève. en bus, ça mettrait 1h30. En bateau, Non, ça mais met 20 non. minutes. C'est plus sympa à Genève. Ici, en bus, on met 20 minutes et là, ça met 1h30. On est dans l'opposé. C'est pas efficace. On va voir selon la technologie, on va voir, il y a un certain nombre de On choses sur le verra transport certes, et puis fluvial. on verra aussi ce que ça rendrait avec un bateau gratuit qui serait du coup pris d'assaut. Damien, juste le mot de la fin Alors, sur le juste sujet. un petit mot, tout ce que vous proposez c'est bien, mais ce sont quand même des usines à gaz, ZFE, pas ZFE, etc. La gratuité le samedi, éventuellement, c'est un non-sens, parce qu'en réalité, il faut transporter les gens quand ils ont besoin d'être transportés pour aller travailler. Et le loisir, il n'y a pas de raison. Justement, s'il y a un jour qu'il faut pas rendre gratuit, c'est bien le jour du loisir. Je pense que les gens, il faut les transporter parce qu'on veut les priver de leur voiture. Je pense comme toi, que la réflexion est une bonne chose. Au moins, ça permettra de poser le débat, de sortir des vrais chiffres, de dire qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut changer les tarifs, faire des tarifs gratuits complètement peut-être pour certaines personnes qui le méritent. Je pense que ça a le mérite d'être posé. En revanche, là, je rejoins ce que vous disiez, Alexis. C'est trop tôt. Le maillage, quand on habite Lyon, intramuros, c'est très bien fait. Quand on habite dans le 6e arrondissement, qu'on veut aller à Perrache, c'est top. En revanche, tous les gens de la banlieue proche ou de la banlieue éloignée sont des gens qui, aujourd'hui, sont très mal desservis. J'en reviens toujours à la même chose. Installons des transports très lourds qui bloquent les gens à l'entrée de Lyon. Ce jour-là, quand tout ça sera installé, on pourra se poser la question de se dire est-ce qu'on ne réduit pas justement les investissements, les coûts, etc. C'est beaucoup trop tôt. Mais non, moi, je suis en fait complètement désaccord sur cette question-là, parce que justement, la question des... C'est très surprenant. Les tarifications pensent toujours les trajets pour le travail, pour l'école. Donc, si vous avez un enfant qui va à l'école au bout de la ville, oui, il y a un tarif qui est très bien. Par contre, pour aller... oui, mais avec la carte scolaire, il n'y aura plus besoin. Ouais, bon, là, c'est autre chose. Pour aller le week-end avec ses enfants au musée, ben là, il n'y a pas de prix particulier. Donc là, vous vous retrouvez, vous êtes une famille de 4, alors vous allez prendre un ticket famille. Le ticket famille, il est bien fait. Donc, ce qui est plutôt bien fait, parce qu'effectivement, on va payer 7 euros ou 6 euros, 6 50, je crois, vous pouvez être jusqu'à 5 ou 6 sur le même pour ticket toute la journée. Enfin, c'est pas non plus un coût négligeable. C'est pas un coût négligeable qu'envoyer ses enfants au cinéma au bout de la ville au milieu de semaine, quand c'est pas justement dans les offres d'abonnement pas chères. D'un point de vue social, quand même, je préfère financer ce qui est vital, ce qui relève de l'obligation, c'est-à-dire travailler, plutôt que de financer la balade des gens dans la presqu'île pour aller faire des courses, pour aller au cinéma, etc. Charge à eux, s'ils veulent le faire, de dépenser des sous pour ça. En revanche, je pense que si on veut être un peu social, et je suis étonné d'être le plus social autour de cette table, je pense qu'il faut surtout financer les gens dans leurs besoins quotidiens. Au contraire, il faut la gratuité évidemment sur les gens qui ont le RSA ou des domaines comme ça. Ça, c'est effectivement naturel. C'est dommage d'ailleurs qu'on s'ennuie à faire de la bureaucratie sur l'abonnement au RSA. C'est très très compliqué à avoir, alors qu'en fait, il faudrait le simplifier automatiquement. Quelqu'un a le RSA. C'est pareil pour les tickets famille. Moi, j'ai cette particularité avec ma famille. Mon père, il n'a jamais pris des tickets famille. La connaissance, ils ne l'ont pas. Tu arrives sur les personnes les plus pauvres, ils ne savent même pas que ça existe, le ticket famille. On est 7, on prend 7 tickets à 2,20 €. Toutes ces connaissances, ils n'ont pas. C'est comme les demandes des... Il y a plein d'argent qu'ils pourraient avoir, qu'ils n'ont pas les connaissances pour les demandes. On fait la gratuité dans certains secteurs, c'est fini. Les gens, ils peuvent... Je suis tout à fait d'accord. Du coup, au fait, de fait, ils n'y vont pas, alors que c'est ça. On pourrait leur offrir. Je pense qu'on a bien évoqué tous les sujets sur la gratuité. Je vous propose de passer à la deuxième séquence qui concerne la basilique de Fourvière, avec cet article du Parisien qui a mis le feu aux poudres cette semaine. Le bâtiment saint de Lyon présente d'importantes fissures, notamment au niveau des tours. La Fondation Fourvière, on le sait, fait appel au mécénat pour trouver 8 millions d'euros en urgence. Et dans le Parisien, donc, Sylvain Gaudineau, qui est adjoint au maire de Lyon chargé du patrimoine, annonce que la ville ne participera pas car elle a, je cite, suffisamment donné. La mairie participe effectivement à la rénovation de l'esplanade ou des jardins du Rosaire. Alors,
Autour de la table, est-ce que vous pensez que les Verts doivent donner en priorité à Fourvière, qui est bâtiment emblématique de la ville, ou bien de laisser le diocèse se débrouiller? Après tout, ça reste un lieu saint. Farid, vous Je vais levez être la le premier à répondre Oui. à ça. Alors, j'ai rien compris. Et franchement, je laisse les autres faire. Hein. D'accord. Ils C'est donnent, clair. ils donnent pas, je sais pas. main. Mais, ah d'accord, Ouais, c'est c'est ça. Je ne suis pas. Ça a le mérite d'être- Alors, j'ai rien compris. Bon, Alors, qui a compris allez-y. autour de la table? Alors, je me lance. Le premier, d'abord, il y a une contradiction entre l'article du Parisien et des articles locaux, puisque dans les articles locaux, on dit que le diocèse dit « je n'ai pas demandé plus d'argent à la ville de Lyon ». Fondation Fourvière. Donc la ville de Lyon, sur Fourvière, donc la fondation de Fourvière, pardon. Donc a priori, il n'y a pas de demande en plus. Donc la ville de Lyon n'a pas à dire on ne va pas donner plus, on ne lui a pas donné plus. L'appel aux dons... Mais vous pouvez donner sans qu'on vous demande aussi. Oui, mais enfin, oui, non, alors c'est le sujet que j'allais aborder après. Pour l'instant, il n'y a pas de demande en plus. Donc on ne va pas aller encore taper sur la ville de Lyon alors qu'on ne lui a rien demandé. Ça ramène quand même, à la problématique de l'entretien des bâtiments de la ville de Lyon. Je pense effectivement que la ville de Lyon pourrait dire c'est quand même un bâtiment emblématique, je vous donne un coup de main supplémentaire éventuellement. Et puis il y a tous ces bâtiments à Lyon qui ne sont pas entretenus depuis des années, ce n'est pas que de la faute de la gouvernance actuelle, hein. Celle d'avant aussi, et notamment celle de Gérard Collomb. Je pense au musée Guimet, chaque jour que Dieu fait avec un musée Guimet qui n'est pas rénové, ça va coûter de plus en plus cher de le faire. Je pense au Château du Parc, il y a des projets actuellement, hein. Mais à force d'attendre 10 ans, 12 ans, 15 ans, ce sont des bâtiments qui vont coûter une fortune à rénover. Et même si on fait des petits montages en mettant 500 000 € pour une exposition temporaire, ça ne rénove pas le bâtiment. Et je pense qu'il y a un problème d'entretien des bâtiments à Lyon depuis des années qui se cumulent, qui fait que le jour où il va falloir prendre ça en charge, ça va coûter une fortune. La basilique de Fourvière, c'est quand même l'emblème de la ville de Lyon. Et je pense effectivement que la ville de Lyon d'elle-même pourrait dire « j'essaie de donner un petit coup de pouce supplémentaire ». On verra comment ça va se passer, mais pour l'instant, il semblerait qu'il n'y ait pas de demande. Donc on ne peut pas taper dessus à bras raccourcis par plaisir, quoi. Raphaël, le fait que l'adjoint au patrimoine de la ville de Lyon dise on a assez donné pour Fourvière, c'est un mot qui est malheureux ou au final, c'est pas grave? Oui, je pense, en fait, moi, je suis un peu comme Farid, j'ai un peu du mal à comprendre cette polémique parce que, en fait, il n'y a pas de sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, on leur a rien demandé et donc ils donnent rien, voilà. Alors que par ailleurs, depuis le début de mandat sur Fourvière, ils avaient déjà libéré 1 million en arrivant, ils ont relibéré 500 000 l'année dernière, ils vont relibérer cette année 2,3 millions, je crois, pour refaire toute l'esplanade de la basilique. Donc, en fait, le scandale, c'est plutôt, si on est militant laïque dans l'entourage des écologistes, c'est plutôt, mais et pourquoi ils donnent autant à l'entretien d'un bâtiment catholique? Donc, non, là, il y a une polémique qui est pour le coup vraiment partie sur rien. On est sur du culturel, pas sur du cultuel seulement. On est sur un bâtiment qui est l'image de la ville de Lyon. Oui, c'est la Donc discussion. les écologistes ne seront pas tous des anti non plus Non, mais primaires. Je veux dire, s'il y avait matière à débattre et à polémiquer sur ce sujet aujourd'hui, ce serait plutôt sur les montants qu'ils donnent plutôt que sur le montant qu'ils donnent pas, parce qu'on ne va quand même pas leur reprocher. Je voulais illustrer un D'ailleurs, paradoxe. je reprocherais. Mais moi, effectivement, aussi, j'ai du mal à voir le problème, dans le sens où, effectivement, la Fondation de Fourvière, elle sait très bien avoir une bonne visibilité à Lyon, elle sait très bien demander, et si elle ne demande pas, voilà, quoi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait ce problème-là. On a une problématique à Lyon qui est effectivement le fait qu'on est une ville qui est riche d'histoire, donc ça, c'est effectivement une grosse qualité, mais une histoire riche. Ça amène à ce qu'on ait énormément de bâtiments à notre charge. Et effectivement, il y a, depuis les lois de séparation de l'Église et de l'État, il y avait un fameux débat entre Jaurès et Barrès sur à qui doivent incomber les églises. Et ils étaient tombés d'accord. C'était très rare de tomber d'accord entre Barrès et Jaurès, bien évidemment. Barrès, militant nationaliste très fort, Jaurès, un des inventeurs du socialisme républicain. Et dans cette histoire-là, il y a effectivement, Lyon ayant une place très particulière dans l'Église catholique, un grand nombre de bâtiments catholiques à entretenir, y compris des fois des bâtiments catholiques dans lesquels, alors c'est pas le cas de Fourvière, Fourvière il y a un côté emblématique, c'est pas qu'un bâtiment catholique, et puis il est encore utilisé très largement, mais on a un grand nombre d'églises à Lyon, objectivement, il n'y a plus de vie de paroisse qui sont plus vraiment utilisées et où la ville doit dépenser un argent considérable là-dessus. Sachant en plus que dans une ville qui est aussi multiculturelle que nous, il ne s'agit pas de nier le poids du catholicisme historique à Lyon, même si c'est une des villes, tous les démographes le disent, qui perd le plus de catholiques. Enfin, très très rapidement, c'est très rapide. La perte de catholiques, et vous regardez les ouvrages d'Hervé Lebras, c'est assez surprenant en fait. Les 20 dernières années, la communauté catholique a très rapidement diminué.
Et on se retrouve dans une situation effectivement où les bâtiments catholiques, comme eux, ils étaient là avant la loi de 1905, ils sont pris en charge par l'État et par les communes, enfin, notamment par la commune, là ici c'est ça qui nous intéresse. Et à part éventuellement le grand temple protestant d'Augagneur, les bâtiments d'autres religions ne sont pas forcément pris en compte. Donc il y a aussi une espèce d'inégalité de fait. C'est là aussi la question que posait l'ancienne ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, il y a quelque temps. Là, elle avait sorti un ouvrage et elle avait dit quelque chose qui faisait un peu polémique, c'est que l'État et les collectivités font l'entretien d'églises. Alors énormément d'entre elles, et évidemment Fourvière, plus que beaucoup d'autres, ont un intérêt patrimonial, ont un intérêt pour la vie de la ville, pour l'image de la ville, mais aussi beaucoup d'entre elles, alors encore une fois il ne s'agit pas de Fourvière, il s'agit d'autres bâtiments religieux, sont entretenus aux frais des contribuables pour un résultat qui n'est pas forcément très intéressant. Donc il y a une question à se poser, c'est au-delà de la mauvaise polémique qu'on fait aux écologistes, qui sont pour rien, hein, la fondation de Fourvière elle ne demande pas... ils ont déjà fourni de l'argent, voilà, il y a de l'argent et on peut en mettre ailleurs aussi. Il y a la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces bâtiments qui sont à la charge de la ville de Lyon, qu'ils soient religieux ou pas religieux. Après, sur les 2 millions que les écolos ont envoyés dernièrement, ça a été quand même bien utilisé pour la basilique Fourvière. 4 millions. Ils ont fabriqué un bar à cocktail à 18 € le cocktail, ça s'appelle Bulle, je crois, et un restaurant étoilé où je pense qu'il n'y a aucun Lyonnais qui a les moyens de se le payer. L'argent n'est pas parti là-dedans, mais il y a eu... Oh, il a été utilisé pour... boutique touristique, il y a des choses sur lesquelles il n'a pas tout à fait tort. Ouais. Voilà, boutique touristique, mais pas le bar. Et d'ailleurs, c'est qui fait tiquer un peu la ville de Lyon là-dessus. C'était juste pour revenir sur le côté polémique, parce que j'avoue, je ne l'avais pas vu passer, moi, ce papier. Je l'ai appris par le cabinet du maire qui était furieux. Qui se demandait s'il n'y avait pas en gros un coup du Parisien dans cette histoire-là pour aller attaquer les écologistes. Voilà. Les politiques souvent se posent ce genre de questions sur les médias. Quelles sont leurs motivations profondes? Du coup, j'ai lu l'article. Clairement, il y a quand même effectivement une maladresse de l'adjoint au départ. La formulation, on a assez donné. Quand on le formule comme ça, eh ben, on peut s'attendre effectivement que les gens entendent en sous-texte. Alors le journaliste aura peut-être pu préciser qu'ils avaient déjà effectivement donné avant. Mais effectivement, dans cette formulation, on sent une volonté de dire que stop, il n'y aura pas plus. Alors qu'en réalité, en fait, ils continuent de financer un certain nombre de choses. Il y a un point qui est important, c'est que moi je lis tous les jours aujourd'hui en France, donc le Parisien, j'ai jamais lu autant de trucs sur Lyon. Ils s'intéressent vraiment à nous maintenant. Et c'est positif ? Non, ils sont dans le... ils aiment pas les écolos, quoi. Je sais pas ce qui se passe là-haut, mais dès qu'il y a un truc sur Lyon, c'est jamais positif quand c'est dans Aujourd'hui en France. Hein. Allez, je vous propose qu'on passe à notre dernier sujet du jour, qui est en lien avec la sortie cette semaine de notre numéro de mars, Lyon Mag, qui s'intéresse au système Vénissieux, dernier survivant de la ceinture rouge, et voilà, vous avez la promo, dernier survivant de la ceinture rouge de l'agglomération lyonnaise. Alors on ne va pas entrer dans le détail du dossier, hein, vous le lirez, il est très bien fait. On parle de préemption, de communautarisme, de subventions pour les copains, de décisions, d'arrêtés illégaux. Alors pour vous tous qui vous intéressez à la politique locale depuis au moins 2 décennies, vous savez que Vaux-en-Velin avant, Givors, époque communiste, avait aussi un système qui était particulier, que Pierre Bénic, que Gérard Collomb s'en accommodait. A-t-il un avenir à Vénissieux ce système, notamment encore avec l'appui de la métropole, mais cette fois des écolos, ou bien chaque empire connaît une chute? Farid. Alors, on va peut-être laisser le mot de la fin à Farid. On va laisser le mot de la fin à Farid. On l'a vu effectivement, les communes communistes, la ceinture communiste lyonnaise, petit à petit tombe avec l'histoire, parce que c'est le sens de l'histoire aussi, le communisme aujourd'hui, est-ce que ça a vraiment un sens? Moi j'ai travaillé à Givors, je travaillais au Progrès à l'époque, Martial Passy. Et la ville de Givors était le 2e employeur de la ville, après Carrefour. Et on s'aperçoit qu'en fait, on embauchait à tour de bras parce qu'on s'achetait une paix sociale. On voit que quand on commence à soulever le tapis, où on a accumulé beaucoup de poussière, petit à petit, le château de cartes s'effondre. Et dans toutes les communes communistes autour de Lyon, petit à petit, le château de cartes s'effondre. Honnêtement, de ce que moi j'ai vu, de ce que je connais de Vénissieux, je ne connais pas très bien le sujet, on va se faire attaquer par diffamation. Alors je vais mesurer mes mots, mais on est dans un système mafieux au vrai sens du terme. Ça c'est mesuré. Je vais mesurer mes mots. On est d'accord, c'est pas moi. Je prends moi. Mafieux dans le sens ma famille, c'est ce que ça veut dire. Ma famille, c'est-à-dire on sert d'abord les siens au détriment des autres. C'est dans ce sens-là que j'entends. Très bien, merci de préciser. Aujourd'hui, je le précise pour éviter qu'on se fasse attaquer en diffamation. Aujourd'hui, très clairement, il y a des tas de choses qui sont étonnantes. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'avec toutes ces suspicions qui peut-être n'aboutiront jamais, qu'il n'y ait pas de poursuite. Et que finalement, on laisse faire le travail aux opposants, qui tout seuls vont au front, et que la justice ne s'intéresse pas d'elle-même à tout ça.
malgré les différentes interventions de la Cour régionale des comptes, qui dit attention, danger, on recommande ça, etc., etc. Et à chaque fois, on a l'impression, à la ville de Vénissieux, que Michel Picard, pour ne pas la nommer, dit tout va bien dans le meilleur des mondes. Honnêtement, je suis très étonné, parce que 50% de ce qui se passe à Vénissieux dans une autre commune, le maire saute quasiment directement, même si ce n'est pas avéré, uniquement d'un point de vue communication, d'un point de vue image. Ce qui a été le cas à Givors. Ce qui a été le cas à Givors, ce qui a été le cas dans plein d'autres communes historiques autour de Paris, autour de Lyon, etc. Donc oui, je pense que ce système, il va finir par défaillir. Alors, Le jour, en revanche, Balkany, on va soulever le tapis, ça va sans doute faire mal. Raphaël? Je dis allons dire ça au Balkany, parce que Mais alors, on parlait des communistes, mais c'est valable aussi pour les Balkany, on est d'accord. On est dans un système très ancien, c'est systémique en réalité, Ou pour Michel et c'est Mercier. systémique des années 70, 80, et voire avant. 85 ans. Et donc les gens qui tiennent une boutique depuis si longtemps sont encore dans l'ancien système. C'est pas qu'une problématique communiste. C'est une problématique de je tiens une boutique depuis des années, je fais ce que je veux. Comme Michel Mercier. Comme Michel Mercier, exactement. moi je trouve qu'effectivement la volonté de judiciariser, je ne suis pas tout à fait convaincu par ce propos-là, et que l'alternance, ça fait toujours bien dans une gestion d'une collectivité, quelle qu'elle soit. Effectivement, quand s'installe le même pouvoir, au bout d'un moment, quelle que soit la tendance politique, il peut s'installer une volonté effectivement de reproduire ses électeurs. C'est le reproche qui a été fait aux communistes là. En fait, on va voir le même type de reproche dans l'Ouest lyonnais, où au contraire, surtout, on ne veut pas avoir de logements sociaux, surtout, on ne veut pas avoir arrivé de logements neufs avec des jeunes, parce qu'on sait que les jeunes, ils arrivent, ils demandent des pistes cyclables, ils demandent et puis ils ont tendance à voter un peu plus à gauche aux élections. Donc finalement, c'est en miroir, l'Ouest lyonnais et cette ceinture rouge avaient chacun leur politique pour s'assurer de conserver le pouvoir. On aurait pu citer beaucoup de maires de l'Ouest lyonnais, dont les pratiques sont assez similaires en réalité, dans le même idée. Alors, c'était peut-être pas des fonctionnaires, c'était des marchés publics, ça peut passer par des entreprises. En fait, on était vraiment dans le même état d'esprit. Donc, moi, je suis pour et on avait cité Michel Mercier, on aurait pu dire, en fait, en réalité, exactement la même chose sur le département et ses dérives. Que ce soit judiciarisé, c'est pas forcément évident, parce que là, justement, quand on parle de Vénissieux, Michel Picard, c'est pas Balkany. On n'est pas en train de suspecter qu'elle est une villa à Marrakech ou quoi que ce soit. On est effectivement dans un système politique qui s'entretient et qui, à force, est sans doute pas la meilleure gouvernance possible pour cette ville. Si on regarde avec un peu de distance, ce qu'on voit, c'est que dans les modèles communistes de banlieue, ou pas seulement communistes d'ailleurs, mais on va dire ces grandes villes de banlieue, on avait Villeurbanne, on avait Vénissieux, on avait Vaux-en-Velin. Vénissieux n'est pas celle qui a le mieux réussi sa réinvention dans les dernières années. Et donc, il y a une responsabilité politique évidente. Mais moi, je pense qu'effectivement, la solution est plus quand même politique que judiciaire. Bon, Romain? Vénissieux, bon là je ne suis pas sûr qu'on va avoir de désaccord sur le fait que la gouvernance de Vénissieux, elle est problématique. Moi le truc qui me frappe, c'est en fait c'est la vie politique vénitienne. Elle tourne avec, on parlait tout à l'heure de la taille des communes, on parlait d'un certain nombre de choses. Le taux d'abstention il est gigantesque à Vénissieux, et en fait en réalité il ne faut pas énormément de voix pour devenir maire de Vénissieux. C'est toute la stratégie que vous avez décrite d'ailleurs tous les deux brillamment tout à l'heure, c'est-à-dire en fait le fait que on fonctionne avec un peu de clientélisme, ou comme maire de Limonest, ou comme... Oui, mais là, effectivement, on se retrouve en plus avec les possibilités d'une commune qui est beaucoup plus grande, et qui en plus est abondée par la politique de la ville, donc dans lequel les enveloppes de moyens sont beaucoup plus gargantuesques. Et du coup, effectivement, moi aussi, une autre question que je me pose, c'est qu'on dit, là effectivement, plus le graphisme, c'est avec une lettre, des lettres qui s'inspirent de l'URSS, de choses comme ça. Mais c'est effectivement l'absence aussi de production qu'il y a quelque part là-dedans. C'est-à-dire qu'on dit que c'est une ville communiste, mais en fait, à part accueillir de temps en temps le Parti communiste de Cuba et se faire 3-4 jours de solidarité internationale, moi je vois même pas en quoi cette ville elle est communiste. Ils sortent pas forcément de doctrine communiste. Gérin le faisait. Il le faisait d'ailleurs, bon, moi c'était absolument pas du tout ma ligne, c'était assez... mais au moins, effectivement, il avait une ligne politique bien spécifique. Là, aujourd'hui, moi je les vois, ils sont dans la gestion, quelque part. Il y a un d'entre eux à la métropole qui fait un peu de doctrine politique, qui nous explique que la Chine c'est vachement bien, et 2-3 choses comme ça. Mais quelque part, on n'est pas dans une mairie... Enfin, elle pourrait être n'importe quel autre parti que communiste, en fait, en réalité. Je vois pas de ligne communiste dedans, de politique sociale plus spécifique que les autres. C'est juste repeint en rouge quelque chose là-dedans. Et effectivement, là-dessus, bon, bah, les opposants,
vous vous retrouvez comme dans beaucoup de villes dans lesquelles les oppositions sont un peu bâillonnées, qu'elles soient de droite, de gauche ou ailleurs. Non. Pas dans aucune ville. Il y a 36 000 communes, Aucune ville ne poursuit autant ses opposants qu'à Vénissieux. Je À sais- Vénissieux, ils ont attaqué des blogueurs. On est tous Charlie, mais quand on doit attaquer en justice les blogueurs de la ville, quelle autre ville elle poursuit? Tu me dis, on est comme les autres villes. Non. J'ai pas dit comme. J'ai dit elle est comme dans un. Bon, par exemple, on a parlé de Levallois-Perret, mais il y a aussi Puteaux qui a tendance à faire ce genre de choses. Enfin voilà, il y a un certain nombre de villes. Comme les autres villes. Et du coup, loin la vie. de J'allais abonder dans ton sens. Donc je dis en plus voilà, donc la vie effectivement est pas facile dans ce type de commune. J'ai vu, je vois un peu ce que tu fais toi. Je vois aussi ce que fait Lotfi Ben Khalifa, qui effectivement souffre énormément là-dedans, et la qualité du débat démocratique, elle a l'air assez dégueulasse quelque part. Moi, j'ai qu'un seul chiffre à donner. Je l'ai noté parce que même moi, j'ai eu du mal à croire. Depuis 2009, j'ai claqué 14 763 € en frais d'avocat. Avec toutes les plaintes que j'ai eues, diffamation, tous les petits billets que j'ai donnés aux autres blogueurs et aux autres élus qui se sont fait attaquer. Michel Picard, elle a dépensé 500 €. C'était sa condamnation pour diffamation envers moi en 2017. Donc, quelque chose comme ça. Donc, les chiffres, ils sont là. Et la ville de Vénissieux, 23 000 € par an. 23 000 € par an depuis que j'ai un jour ouvert Facebook et que j'ai dit Michel, tu fais n'importe quoi. C'est parti à partir de ce moment-là, c'était du grand n'importe quoi. Il faut me redonner une ville en France qui a attaqué autant de blogueurs. Plutôt. Ben, je ne suis pas sûr. Franchement, on pourra revoir autant de blogueurs, autant d'élus, autant de présidents d'associations. Autant de constats. On est vraiment dans le terme, si on doit chercher sur Wikipédia procès Bayon, il y a Vénissieux qui apparaît. Je l'ai vu dernièrement. Il y a Vénissieux qui apparaît dans procès Bayon. On en est vraiment à ce moment-là. Et là, tu me dis, ouais, mais le PCF, il n'y a pas de vrai lien avec ces rouges et tout. Non, mais le PCF, on est simplement une tirelire. Il suffit simplement de regarder les enquêtes de vos collègues de Médiacité. Là, aujourd'hui, on est en train de porter plainte avec des élus de l'opposition sur le journal Expression, qui est ici appelé La Pravda, qui est édité par Public Imprime. Public Imprime, dans Médiacité, c'est dit que c'est le tiroir caisse du PCF. C'est là où on retrouve le PCF. Il ne faut pas retrouver le PCF sur les murs, il faut retrouver le PCF dans leur poche. Non, mais je dis à quel moment je dis que c'est un modèle clientéliste qui est pas forcément. Je vois pas la doctrine communiste et la ligne politique communiste dedans. Je vois pas la spécificité communiste, c'est ça que je veux dire. Toi, quand tu as ton argent chez toi, tu dis pas à personne il est où ton coffre-fort. Eh bien, c'est la même chose. Ils sont discrets. Ils disent pas où l'argent est utilisé. Raphaël ? Bon, après, c'est effectivement, la situation de Vénissieux n'était pas unique dans l'agglomération. C'est aussi la responsabilité de l'opposition d'arriver à construire des alternatives solides. Au final, s'il y a des alternances, c'est quand même qu'à un moment donné, il y a des opposants qui arrivent à construire quelque chose. Lotfi Ben Khalifa, pour l'instant, n'y a pas réussi. Yves non plus, qui était candidat au... Puis à chaque fois, en fait, on ne comprend pas les clivages. On comprend pas en plus les clivages. Après, on arrive à un seul point. C'est-à-dire, nous, on a fait une enquête, ça a été repris par le Progrès, etc. On avait envoyé au hasard, en prenant les adresses des électeurs, des cartes de vœux. Puisqu'on avait droit à 500 cartes de vœux, tous les opposants s'y ont mis. On a eu un retour de 3700 cartes de vœux. Donc des gens, ils n'habitent pas dans ces adresses-là. Il n'y a pas d'enquête qui sont faites derrière. On a pris les photos, on a envoyé les fichiers avec les noms et les adresses au préfet, etc. On a des faux électeurs. Il n'y a que 15% de votants à Vénissieux. Juste pour finir ce que je disais, je pense que c'est... Il y a des opposants qui dénoncent un système. En fait, les électeurs, rarement, mettent au pouvoir les gens qui dénoncent les dérives d'un système. Ils mettent au pouvoir des gens qui les font rêver pour l'avenir de leur vie. Écoute-moi, ils peuvent mettre ce que je voulais dire. Ils veulent, hormis le Front National, ils peuvent mettre qui ils veulent. Moi, je ne suis pas là pour être élu. Moi, je suis là pour rendre... Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse... Moi, mais c'est pas normal de te présenter à des élections et de dire je suis pas là pour être élu. Je suis pas là pour être élu. C'est pour ça que vous perdez les élections. Moi, il n'y a pas que toi. Vous perdez les élections à Vénissieux parce que moi, je l'ai dit à d'autres opposants qui sont... 49 personnes. Pourquoi il faut que ça soit Farid Ben Moussa qui soit maire de Vénissieux? Ça m'intéresse pas. Mais tu viens de dire élu. Élu, c'est pas forcément maire. Mais effectivement, le problème de l'opposition là-bas, mais j'ai eu l'occasion de le dire, même y compris à des intéressés, c'est il faut un modèle d'une autre ville. Il faut faire rêver les gens avec un autre Vénissieux. C'est la pauvreté
pauvreté Mais au c'est lieu de dire que les communistes sont pas pauvreté bien, du personnel qu'est-ce que vous politique. voulez Je vais me permettre Il y a qui se Mais présente? Il y a qui tu apparemment fais partie Farid, du personnel je vais me permettre politique, Farid. d'orienter le débat simplement pour qu'on en sorte, parce qu'on arrive au terme. Il faut proposer autre Farid, chose. vous, il y a quelque chose qui vous chagrine tout particulièrement. Ah, moi, c'est... Oui, non, il y a plein de choses qui vous chagrinent, mais il y en a une tout particulièrement, c'est l'appui de la métropole de Lyon. L'appui de la métropole de Lyon, de la NUPES, qui met en place des vice-présidents et qui leur demande rien derrière. On a la vice-présidente qui Attention à est ce en que vous charge... Ah non, mais je le dis. Oui. La vice-présidente en charge des discriminations, Oui. qui était contre le mariage pour tous, qui est contre les discriminations sur les handicapés. Nous, les élus d'opposition, on ne peut pas recevoir les handicapés parce que c'est en sous-sol sans ascenseur. Une vice-présidente donc qui défend les droits des femmes. En même temps, elle maintient pendant 2 ans en place un élu qui a frappé une femme et des policiers pendant 2 ans, pas 6 mois ou 1 an, en disant qu'il est bien parce qu'il faut qu'il se guérisse en tant qu'élu. Et ça, le préfet n'a pas fait son travail, ni le procureur de la République à la place, puisqu'ils l'ont laissé en place après l'avoir condamné. C'est un délinquant. Il a été condamné. Derrière, il Après, c'est la la justice maintient. qui décide Oui. s'il doit être éligible ou pas. Oui, mais c'est. S'il Il n'est y pas a des été rendu choses. inéligible, il peut rester élu. Oui, En il n'a droit, pas été le rendu, préfet- il a pas été rendu c'est pas au inéligible. préfet Est-ce que je peux te poser c'est la pas au question de préfet savoir pourquoi il n'a pas été rendu inéligible? Tu vas frapper c'est- un policier, tu vas frapper des femmes, t'es pas rendu inéligible? Moi, je dis il y a un problème. En l'occurrence, Tu je peux dis pas ça, passer c'est le pas balai. préfet qui est Oui, mais tu responsable. peux pas passer le balai en ayant fait ces actes-là, mais tu peux être officier judiciaire à la ville de Vénissieux, parce que c'est ce qu'ils sont derrière. Derrière, Michel Picard, elle a eu sur son comité de soutien et elle a donné des heures à Michel Vianès de Debout la France, donc l'extrême droite de Debout la France qui est sur son comité de soutien. Et en même temps, elle reçoit Riposte laïque de Pierre Cassan. Et on dit, cette femme-là, c'est la personne qui doit gérer les discriminations dans la métropole. Et personne ne se pose de questions. Il n'y a que moi qui suis là en train de me dire, tiens, c'est un truc bizarre. Non, il y a un rôle. Réduire Michel Vianès à l'extrême droite, c'est Michel Vianès, c'est pas l'extrême droite. Debout la France n'ont pas soutenu Michel Marine Le Vianès, elle Pen. est quand même un peu d'extrême droite. Non, simplement, Ah, Debout ouais, la France, est-ce que Debout la France, avec Dupont-Aignan, Oui. a soutenu Marine Le Pen? Est-ce que Marine Le Oui, Pen oui. est d'extrême droite? Oui ou non? Non, Michel il y a du Vianès, elle a un concret. passé à gauche, mais à présent, elle est Il y a extrême du droite. concret. Le concret, il est là. Est-ce que tu soutiens le candidat d'extrême droite? Oui, non. Christophe Girard, qui est avec moi, est-ce qu'il a soutenu Éric Zemmour? Est-ce qu'il est d'extrême droite? Oui, non. Donc il est d'extrême droite. Il l'a soutenu, il est d'extrême droite. Il y a des choses de base. Après, on peut regarder ailleurs. En 1932, Michel Vianès, elle a aidé une petite dame à traverser la route. C'est quelqu'un de bien, peut-être. Mais moi, je regarde le concret. Le concret, t'es avec l'extrême droite, t'es d'extrême droite. Je te pose pas de questions. Michel Picard, elle traîne avec des personnes d'extrême droite. Pour moi, elle est d'extrême droite. Même si on lui donne un côté communiste, tout ce que vous voulez. Dans les C'est autre faits, chose. elle est d'extrême droite. Bon, Farid, on pourrait en parler des heures, mais on a déjà largement dépassé le temps. Vous retrouverez beaucoup plus dans ce dossier dans Lyon Mag. C'est l'heure donc de rendre l'antenne. Merci pour vos retours et votre fidélité. L'actu Et continue sur passez Lyon nous voir au tribunal. Et passez oui, bientôt. Hervé Bambanas, le meilleur avocat pour ça. L'actu continue sur lyonmag.com. On se retrouve la semaine prochaine.